à tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Le mois de juillet ayant été largement fourni en livres, puisque grâce à mon Holy Book Day Challenge été 2024, j'ai eu 14 lectures. L'épisode 7 a été divisé en 2 parties. Là, vous vous trouvez sur la deuxième partie. Dans la première partie, pendant plus d'1 heure, je vous ai chroniqué mes 14 lectures du mois de juillet. Et ouais, j'ai fait la casse de ma palle. Du coup, j'ai été obligée de créer un nouvel épisode pour vous parler de la deuxième partie où nous poursuivons avec les rubriques habituelles, la chronique d'écriture, la chronique mais pas que et la petite question du jour. Vous êtes prêts à me suivre ? Oui ? Alors c'est parti pour la suite de l'épisode du mois de juillet 2024, épisode 7, partie 2. Pour la chronique d'écriture de ce mois de juillet, je vais commencer par vous parler de la fin de la première relecture de mon premier jet de mon projet Paranormal Détective. Il est entre les mains de mes 3 bêta-lecteurs dont j'attends avec impatience les retours, car dès que j'aurai leurs conseils, je pourrai passer à la deuxième phase de relecture correction. Dans la première phase, j'ai fait une relecture de mon livre en entier. J'y ai corrigé les fautes d'orthographe que je n'avais pas vu passer. J'ai relu phrase par phrase pour savoir si les phrases étaient grammaticalement correctes, si elles étaient françaises, si elles voulaient dire quelque chose, si elles avaient du sens, si elles n'étaient pas trop compliquées à lire. J'ai également travaillé sur les verbes que j'ai utilisés. J'ai chassé les verbes faibles pour essayer de trouver de meilleurs verbes pour pouvoir écrire la phrase et donner le sens. Donc ça, c'est ce que je vous avais déjà dit sur le mois de juin. Voilà ce que j'ai à peu près fait. Et du coup, vu que cette relecture a été finie, pendant mes vacances, je me suis lancée dans la demande à mes bêta-lecteurs. Alors j'avoue que le syndrome de l'imposteur m'a bouleversée et angoissée comme jamais. Je suis persuadée que j'ai écrit l'histoire la plus nulle du monde. C'est con comme sentiment, mais ce syndrome de l'imposteur, c'est compliqué en fait à gérer parce que on n'arrive pas à imaginer que ce qu'on a pu écrire puisse plaire à quelqu'un d'autre. On l'espère très sincèrement au fond de soi, mais il y a une petite voix bien chiante qui vient nous dire de l'autre côté « Mais non, c'est nul tout ce que t'as écrit, tu te prends pour qui ? Pour un auteur ?» Et bah oui, en fait, je me prends pour un auteur, enfin une autrice. Mais bon, du coup, je me suis dit que si je me lançais pas et que je soumettais pas mon texte à des bêta-lecteurs, je saurais jamais si mon histoire est intéressante, si mes personnages sont attachants, si mon intrigue est cohérente, si mon découpage de chapitres est intéressant, si j'ai réussi à mettre du suspense, du page turner, bref, voilà la phase dans laquelle je me suis retrouvée à la fin des vacances à me demander si oui ou non j'allais soumettre mon texte à des bêta-lecteurs ou pas. Et puis je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que tu crains, ma pauvre Lucette ? C'est le jeu. T'écris un livre, c'est pas pour que tu le gardes pour toi, c'est pour le partager avec d'autres personnes et peut-être, qui sait, que ce que j'ai écrit c'est pas si nul que ça et que peut-être mes 3 bêta-lecteurs vont me faire un retour intéressant.
Ils le critiqueront, ça c'est sûr. Ils ne le jugeront pas, mais en tout cas ils le critiqueront de bonne ou de mauvaise façon. Ils me donneront des éléments qui pourront me faire dire « Ah mais oui, j'aurais peut-être dû mettre ça comme ça, j'aurais peut-être dû écrire ça comme ça, peut-être je devrais faire une transformation de mon personnage un peu plus comme ça. » Bref, tous ces éléments sont importants. Quand on écrit un roman, on doit, après le premier jet, qui est, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, un brouillon, cette relecture te permet de transformer ton brouillon en texte. Et ton texte, pour qu'il devienne un roman, doit passer par une phase de bêta-lecture. Grâce à toutes les remarques que mes bêta-lecteurs me feront, j'aurai donc de nouvelles informations à apporter à mon histoire et je pourrai passer à la deuxième phase de relecture-correction. Parce que oui, il faut le savoir, je vous le répète déjà suffisamment, on ne doit jamais soumettre aux maisons d'édition un premier jet parce que c'est un brouillon. On doit le relire plusieurs fois pour le rendre meilleur et les conseils des bêta-lectures et des bêta-lecteurs est précieux car ils vont nous donner un point de vue extérieur sur le texte, un avis éclairé sur l'intrigue. Est-ce qu'elle tient la route? Est-ce que les personnages sont attachants? Est-ce que tout est cohérent? Etc. Et cette BL va me permettre à tout auteur de corriger les fautes d'orthographe et de grammaire qui nous seront passées à l'as, qu'on aura squeezé à force de lire le texte, mais c'est aussi un pas de plus vers le partage de notre histoire, qu'on a écrit pendant des heures et des heures, pendant des mois, voire des années. Et là, on a un projet presque fini qu'on peut enfin soumettre. Pour mon roman Paranormal Détective, ça c'est le nom du projet, Paranormal Détective, je suis pas encore tout à fait déterminée sur le titre. Je me tâte entre ça et un sous-titre que j'ai « Vous reprendrez bien une tasse de thé ». Donc bon, déjà ça vous met dans l'ambiance. Cette histoire de Paranormal Détective, je l'ai pensée, j'ai commencé à la penser à la fin de l'année 2021. Puis j'ai fait de nombreuses formations, de nombreux challenges d'écriture pendant l'année 2022. Début 2023, j'ai fait mon travail préparatoire en suivant les conseils que j'avais notés pour m'y aider, en fonction justement de ces formations et de ces challenges d'écriture que j'avais suivis. Donc je vous ai déjà parlé, les formations de l'école d'écriture 2.0 de Cécile Duquesne, les challenges d'écriture de Astrid Sterrin du Manoir littéraire, et que vous avez d'ailleurs eu en interview sur un épisode précédent, donc n'hésitez surtout pas à aller écouter cet épisode si vous êtes intéressé par le travail d'Astrid. Bref. Et donc début 2023, qu'est-ce que c'est dur à dire là-dedans. J'ai fait mon travail préparatoire, comme je vous disais, en suivant tous ces conseils. Et en avril 2023, j'ai commencé à écrire l'histoire que j'avais en tête et dont j'avais pas mal dégrossi les personnages et l'intrigue. Fin 2023, avec la formation l'ICAR, donc l'Institut des carrières littéraires dont je vous ai également déjà parlé dans des épisodes précédents, et la correction de mes fiches personnages, de mon plan par des correcteurs professionnels mis à la disposition des étudiants de la formation l'ICAR, vous voyez ce que je veux dire, et la lecture de mes 7000 premiers mots accompagnés d'un dossier de soumission, qui a été relu par un éditeur, Dimitri Pavlovski, de la maison d'édition de l'Homme sans nom, pardon. Alors, vous vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un dossier de soumission ? Alors, le dossier de soumission, c'est un petit document où on retrouve la note d'intention en 3 parties avec une présentation générale, un synopsis, une synthèse, argumentaire ou pas, et une fiche résumée des 2 personnages principaux et bien entendu le manuscrit. Là, pour la formation l'ICAR, ils nous permettent de présenter nos 7000 premiers mots après avoir corrigé les fiches de personnages et le plan avec les correcteurs professionnels, de passer ces 7000 premiers mots et ce dossier de soumission à la moulinette par un éditeur. Et grâce à tous leurs retours, j'ai pu améliorer mon histoire et mettre le mot fin en avril 2024. Ce qui fait, si vous calculez bien, presque 3 ans
pour créer mon projet Paranormal Détective. Quasi 2 ans de travail préparatoire et de formation et 1 an d'écriture pure et dure. Autant dire un temps énorme. Alors espérons que pour mon nouveau projet, je mettrai moins de temps. Et du coup, qu'en est-il de mon nouveau projet ? Eh bien pour l'instant, je n'en suis qu'au début. C'est-à-dire en pleine phase de brainstorming, dont je me régale à définir le nouvel univers et les nouveaux personnages. Pour vous en dire un petit peu plus, je suis partie d'une image que j'ai vue sur Pinterest qui représentait une jeune fille buvant un thé avec son chat noir. Oui, avec son chat noir, c'est-à-dire que le chat noir avait aussi une tasse de thé juste devant sa gueule. Et ils se trouvent tous les deux devant une fenêtre qui donne sur une mer agitée. De là, mon imagination a fait des bonds et j'ai vu un bateau de pirates avec une sorcière et son chat. La suite reste à découvrir parce que je n'en suis qu'à la période de brainstorming. J'ai essayé de définir pour le moment mes personnages. Donc j'ai créé les fiches d'une dizaine de personnages, je crois, où j'ai été chercher des photos sur une application d'intelligence artificielle qui offre des crédits gratuits t'as 150 crédits gratuits sur lequel j'ai pu par exemple lui dire dessine-moi une jeune fille brune, etc., etc. Et il m'a sorti des images. Donc l'application, si vous vous posez la question, c'est Leonardo AI. Donc il m'a sorti des images qui m'ont permis de mieux visualiser mes personnages et de pouvoir créer leurs fiches personnages où j'ai déterminé leur caractère, leur physique, leur goût et où j'ai également commencé à préparer ce qui est un petit paragraphe sur le passé de ce personnage-là, sa situation au moment où le livre va s'ouvrir, le présent de ce personnage, ainsi que les évolutions de ce personnage, les obstacles qui vont se dresser face à lui par rapport à ses motivations et ses objectifs. Là, j'ai créé mes personnages principaux. Je me suis bien amusée avec l'application de Leonardo AI pour créer leur visage, leur corps, etc. Ça m'a vraiment donné pas mal d'idées. En créant leur passé, leur présent et leurs objectifs, en fait, ça a commencé à me faire travailler sur les péripéties, les rebondissements, ce dont j'avais envie de parler, comment je voulais goupiller les choses, etc., etc. Et hier, j'ai commencé à travailler sur le système de magie de mon univers et j'ai trouvé ça plutôt marrant de définir des règles, des lois, des choses positives, des choses négatives, ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire avec cette magie et développer un petit peu d'où vient cette magie. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et tout ça c'est le travail de préparation de mon futur texte. Pour l'instant j'en suis que là, à la phase de brainstorming. Je voudrais terminer justement de déterminer quelles sont mes péripéties et mes rebondissements, pour pouvoir ensuite passer à la phase du plan et essayer de commencer à écrire mon histoire peut-être à la rentrée. Je croise les doigts en tout cas, j'espère pouvoir m'y tenir parce que créer tout un univers en entier, ça prend du temps et je voudrais pas me louper parce que c'est un gros projet de fantaisie et du coup je veux y arriver, je veux le réussir et je veux que ce qui me traverse comme idée devienne une véritable, une réelle histoire intéressante à partager. Voilà. Sinon, j'ai un autre projet sur le mois d'août, mais bon, est-ce que je vais avoir le temps de m'y coller vu la phase de brainstorming ? Est-ce que je vais en avoir assez de temps ? Mais bon, je veux le faire. J'aimerais relire et corriger mes anciennes histoires jeunesse que j'avais publiées sur LibreNova jusqu'à présent et que j'ai retirées en juin, quand le renouvellement de la diffusion est arrivé à échéance, parce qu'avec toutes les formations que j'ai faites et tous les challenges d'écriture que j'ai faites, en fait, j'ai envie de les reprendre. J'ai envie de
de les transformer un maximum, parce que faut se le dire, en fait, c'est une forme de premier jet amélioré que j'ai publié. Donc c'est pas en fait le texte définitif, et c'était peut-être une erreur de ma part, totalement d'ailleurs, c'est entièrement une erreur de ma part, puisque comme je vous l'ai dit et que je vous le redis, on ne soumet pas un premier jet, ni en maison d'édition, ni en auto-édition. On doit écrire ce brouillon pour poser l'histoire, pour poser les personnages, pour poser les bases, mais après on doit écrire une histoire, on doit inventer un univers, on doit mettre une ambiance, on doit faire des descriptions qui permettent de se plonger et de s'immerger dans le récit. Et tout ça, je l'ai peut-être pas fait comme il fallait. Sur ces premiers récits. Puis il faut pas oublier qu'avant de faire la formation Licard, en fait j'étais une écrivain jardinière, comme je vous l'ai dit sur l'épisode du mois de juin, l'épisode 6. J'ai écrit ces histoires comme elles me sont venues. Je n'ai pas fait de fiche de personnage, je n'ai pas fait de plan, je n'ai pas créé d'intrigue, je me suis laissée porter par les personnages, je me suis laissée porter par ce que j'avais en gros envie de raconter comme histoire. Et du coup, avec le recul, avec tout ce que je sais maintenant, en fait, j'ai préféré les retirer de LibreNova, de la plateforme, et de les retravailler. Donc voilà, c'est le projet qui va m'occuper en plus sur les prochains mois, mettre au goût du jour, si je peux dire, tous ces petits textes, peut-être garder pour moi des textes qui n'en veulent pas trop la peine, et puis bonifier, améliorer comme le bon vin d'autres histoires que j'ai envie de partager, et peut-être de les soumettre à des maisons d'édition jeunesse. Donc bon, advienne que pourra. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé. Je voulais également, pour terminer cette chronique écriture, vous parler de la dernière nouvelle promo Licard du moment. Alors, promo dans tous les sens du terme. Il y a la promotion des formations, mais il y a aussi des promos, et aussi une nouvelle promo de formation qui va arriver. Donc pour le moment, je voulais vous parler du bootcamp que Licard va mettre en place en septembre. Donc je vous rappelle, Licard, l'Institut des carrières littéraires, fondé et créé par Johanna Vogel et Lucie Castel, dont je vous ai de très nombreuses fois parlé. Donc là, elles ont décidé de mettre en place un bootcamp qui va s'organiser sur 5 jours pendant le mois de septembre pour trouver une idée de roman. Du 9 au 13 septembre, il y aura 5 conférences à suivre en live, mais de là où vous voulez, c'est-à-dire que ce seront des conférences mises en place sur Zoom, que vous pourrez regarder en direct ou que vous pourrez regarder en replay. C'est à vous de voir selon votre planning comment vous voulez mettre en place ce bootcamp. C'est pour vous aider dans le travail préparatoire de votre futur roman, qui sera bien entendu un best-seller. On est tous d'accord sur le sujet. Alors, forcément, c'est un événement promotionnel payant de 87 €, mais pour 5 lives en direct ou en replay, c'est fort raisonnable à mon goût. C'est un événement promotionnel qu'elles mettent en place en amont de la session d'octobre 2024 de la formation Devenir écrivain projet best-seller. Donc pendant ces 5 lives, vous verrez. Alors, le 9 septembre à 20h, Trouve ton héros et le lieu de son histoire, animé par Johanna Vogel. Le 10 septembre, toujours à 20h, ce sera s'arrêter sur une idée et se faire confiance avec Johanna. Le 11 septembre, trouver l'intrigue de son roman avec Lucie Castel. Le 12 septembre, valider son idée pour faire un roman avec Lucie. Et le 13 septembre, une soirée questions-réponses avec Lucie et Johanna. En fonction de tout ce que vous aurez vu pendant cette semaine-là. Et pour avoir fait
la formation avec ces deux formidables personnes, mais pas que, puisqu'il y a aussi les correcteurs et l'éditeur qui nous ont permis de retravailler sur nos textes, nos fiches personnages, notre dossier de soumission, notre plan. Je ne peux que vous conseiller de faire ce bootcamp pour vous faire une idée de l'aide qu'elles peuvent apporter aux écrivains et voir si ce qu'elles enseignent peut correspondre à votre projet de roman. Et si cette semaine de formation vous donne envie de suivre la session d'octobre qui aura lieu entre le 7 octobre et le 15 décembre, petit clin d'œil d'ailleurs parce qu'en 2023, c'est moi qui ai suivi cette session d'octobre. Cette formidable formation avec ma promo Polaris. Donc du coup, forcément, je ne peux qu'en faire la pub. Puisque forcément et obligatoirement, je l'ai faite la formation. Je suis donc la plus à même de vous dire de foncer si vous voulez écrire un best-seller, un roman que vous pourrez partager avec tout le monde. Mais n'hésitez pas, allez-y. Et en plus, vous pouvez m'écrire pour avoir un code promo pour une remise de 80 € sur cette session de formation. Alors franchement, enfin la session de formation d'octobre, j'entends. Alors franchement, qu'est-ce que vous attendez ? Lancez-vous. Commencez par le bootcamp. Commencez par les différentes conférences qu'elles peuvent faire juste avant une session de formation. Et lancez-vous. Vraiment, sincèrement, si vous voulez devenir auteur, lancez-vous. C'est la meilleure formation que vous pouvez suivre pour pouvoir apprendre tout un tas de choses. Maintenant, nous pouvons passer à la chronique, mais pas que. Alors, c'est l'été, ce sont les vacances, mais si lire ne vous fait pas envie, que diriez-vous de regarder des séries ? Bah oui, il n'y a pas que les livres dans la vie, il y a aussi les séries télé. Pour une fan comme moi de lecture et de séries télé, je ne pouvais pas passer à côté d'une chronique sur les séries que je pourrais vous conseiller de regarder. En voici une petite liste non exhaustive. Par contre, pour pas non plus vous mettre 10 millions de séries télé et de vous conseiller trop, j'ai mis un thème sur les séries que je vais vous conseiller de regarder. Le thème, c'est les relations avec l'espace-temps et les dimensions parallèles. Ça vous met dans le bain. C'est un mix entre science-fiction... fantasy pas vraiment, mais bon, bref, voilà. Je peux pas développer plus que ça. Les thèmes, si l'espace-temps et les dimensions parallèles vous intéressent, eh ben n'hésitez pas. Les voyages dans le temps, etc. N'hésitez pas à écouter cette liste non exhaustive. Je rappelle, je n'ai fait qu'une petite sélection de séries que j'ai regardées et que j'ai, bien entendu, si je vous les propose, c'est que je les ai regardées et que mon avis est plus que positif pour ces séries-là. Donc je vais pas trop développer mon avis parce que dans tous les cas, je les adore. Foncez, allez les regarder. Si les thèmes abordés vous intéressent, n'hésitez pas. Je vais vous donner le titre et vous en faire un petit résumé pour que vous puissiez avoir une idée de ce dont elle raconte et voir si ça peut vous intéresser ou pas. La première série que je veux vous conseiller, c'est la série Dark, qui est une série allemande terminée. Je crois qu'elle a 4 saisons. En résumé, c'est lorsque 2 enfants disparaissent dans une petite ville allemande, son passé tragique refait surface, 4 familles à la recherche des enfants vont voir leur routine bouleversée et les secrets de chacun vont être mis en lumière. J'ai adoré. L'intrigue est haletante et pleine de rebondissements et de mystères. Tordue, mais vraiment tordue à souhait. Alors pas dans le sens glauque, mais dans le sens littéral. Elle est tordue, comme si vous preniez un tuyau en métal et que vous le tordez dans tous les sens. Voilà, il y a des coins qui se rejoignent, il y a des coins qui s'éloignent. C'est une série vraiment, vraiment intéressante que j'ai adorée. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est la mini-série française Vortex avec Thomas Sisley, qui est un acteur que j'apprécie énormément. C'est une mini-série, donc elle est forcément finie. C'est, en résumé,
2025, capitaine de police judiciaire à Brest, Ludovic, grâce à une faille temporelle qui s'ouvre à l'intérieur d'une scène de crime reconstituée en réalité virtuelle, peut communiquer avec l'amour de sa vie, Mélanie, morte il y a 27 ans. Ça met tout de suite dans l'ambiance, c'est un polar, c'est intriguant, comme je les aime. La troisième mini-série américaine cette fois, qui ne sera pas malheureusement renouvelée, mais pour autant qu'elle existe, autant lui donner une petite chance quand même d'être vue, parce que la saison 1 était quand même vraiment très intéressante, moi j'ai bien aimé. C'est la série Archive 81. Restaurateur dans un musée, Dan est engagé par le mystérieux PDG d'une mystérieuse compagnie. Il doit rendre lisibles les mystérieuses vidéos de Mélodie, une étudiante disparue mystérieusement en 1994 dans l'incendie d'un immeuble new-yorkais. La répétition du mot mystère devrait suffire à vous intéresser. Pas besoin d'aller plus loin. Tout est mystérieux, tout est intéressant. La quatrième série que j'ai regardée avec mes fils et avec qui nous avons passé un très 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 bon moment, c'est la série Parallèle, qui est une série française, finie. En résumé, 4 amis voient leur vie bouleversée lorsqu'un mystérieux événement les sépare et les propulse dans des dimensions parallèles. Ils vont tout mettre en œuvre pour comprendre ce qui s'est passé et tenter de revenir dans leur monde d'avant. J'espère que ça vous aide à voir de quoi ça parle. En fait, il va y avoir un événement qui va projeter deux des personnages, si mes souvenirs sont bons, dans un autre monde, tout en étant les personnages du monde réel, on va dire. Bon, ça reste des mondes réels puisque ce sont des mondes parallèles, mais ils vont se retrouver dans une autre histoire, tout en étant leur histoire. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Ensuite, nous avons la série 1999, qui est une mini-série germano-américaine, qui a été annulée, malheureusement, mais sincèrement, pour ce qu'elle existe, autant la regarder. Elle vaut quand même le coup d'œil. Après avoir quitté le vieux continent, les passagers de différents pays d'Europe aspirent à rejoindre New York. Lors de la traversée, ils croisent un autre navire de migrants, disparu depuis plusieurs mois, qui menace la tranquillité de leur voyage. On sent que j'ai déjà enregistré presque 1h30 d'épisode. Je commence à fatiguer. Ça va bien se passer. Bref, pour en revenir à notre mini-série germano-américaine 1899, c'est une série que j'ai vraiment bien aimée parce qu'en fait, on a le passé, le présent qui s'entremêlent entre eux et j'ai adoré. Franchement, on peut que suivre parce que l'intrigue du passé va rejoindre l'intrigue du présent rejoint l'intrigue du passé. Bref, c'est sinueux, c'est nébuleux, c'est tordu, mais c'est vachement bien. Voilà. La 6e série, ça va, on arrive bientôt à la fin, vous inquiétez pas. Mais il y a tellement de séries qui m'ont plu, quand j'ai voulu les réunir, je me suis dit, je vais parler de celle-là, et je me suis dit, on va peut-être s'arrêter, ça fait peut-être beaucoup quand même. J'ai déjà lu 14 livres. Je les ai pas toutes regardées cet été, hein. C'est des séries que je regarde depuis un petit moment, mais bon bref, je vous les récapitule. Bref, revenons à nos moutons. Donc la 6e série que j'ai adorée, c'est la série Perapalas. C'est une série turque. La 2e saison est semble-t-il déjà sortie, mais j'ai pas encore trouvé sur quelle plateforme la regarder, donc du coup, je ne désespère pas, je crois que je l'avais vue sur Prime Video, donc j'espère que Prime Video ne tardera pas trop à la mettre en place, et j'irai la regarder, ça c'est sûr. Le résumé, en visitant un hôtel historique d'Istanbul pour la rédaction d'un article, une journaliste se retrouve projetée dans le passé et chargée de déjouer un complot qui pourrait changer le destin de la Turquie moderne. J'ai adoré l'héroïne qui reste la même femme badass, peu importe à quelle époque elle se trouve, et qui défend sa liberté comme jamais. Forcément, ça ne pouvait que me plaire. Donc n'hésitez pas à également, par curiosité, aller regarder un petit peu cette série.
La 7e série que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est une série américano-canadienne qui est finie. Je crois qu'il y a 5 saisons. C'est la série Haven. L'agent du FBI, Audrey Parker, est ouverte aux possibilités d'une réalité paranormale due à son passé perdu. Quand elle arrive dans la petite ville d'Haven pour une affaire de routine, elle se retrouve rapidement mêlée au retour des phénomènes. Les mots « réalité paranormale », phénomènes étranges ont gagné mon cœur. Même si l'intrigue était un peu tirée parfois par les cheveux, j'ai bien aimé m'y plonger. Cependant, de mon souvenir, je crois que j'ai un peu de mal avec les dernières saisons, mais je ne regrette pas d'avoir regardé au moins les 3 premières parce que je les avais vraiment adorées. Mais je crois que l'intrigue est un peu tordue entre la saison 4 et la saison 5, mais ça n'enlève rien et ça ne gâche rien au plaisir de regarder cette série. En plus, elle est finie, donc vous aurez toutes les réponses. Vous pouvez la regarder comme vous voulez. Dans tous les cas, elle est terminée, donc pas de suspense. Enfin, en tout cas, pas plus que ce que vous aurez en regardant les épisodes. La 8e série que je souhaite vous conseiller, c'est Les 7 vies de Léa, qui est une mini-série finie qui a été diffusée sur Netflix, si mes souvenirs sont bons. En résumé, Léa déteste sa vie. Elle va en vivre 7. Quand elle tombe sur le corps d'Ismaël, un adolescent disparu 30 ans plus tôt, Léa retourne en 1991 et se réveille chaque matin dans le corps d'une personne différente. Elle fera donc tout pour le sauver. Mais les rêves, enquêtes et mystères, le triangle gagnant pour moi. Je suis faible face au mystère, si vous l'avez toujours pas compris. Cette série a été aussi un très bon moment avec une multitude de personnages à découvrir et à comprendre et à suivre. Même si voir l'histoire de 7 points de vue différents n'est pas toujours évident, mais c'est tellement bien mené que vous ne pouvez qu'aimer. Et voici le petit dernier de ma petite série là, parce que bon là, je reconnais, ça fait quand même pas mal, beaucoup de choses dont je vous conseille ce mois de juillet. Comme je vous ai dit, le mois de juillet est improbable. Entre mes 14 lectures et les 9 séries que je vous conseille, vous ne pouvez que trouver votre bonheur. La 9e et dernière série de cette chronique, mais pas que, c'est la série Bodies, qui est une mini-série britannique qui est finie et qui est diffusée sur Netflix, si mes souvenirs sont bons. 4 détectives qui vivent à 4 époques différentes. 1890, 1941, 2023, 2053, découvrent le même corps dans le district de Whitechapel de Londres et tentent de résoudre l'affaire. Bon, vous l'aurez compris, avec cette liste de mes séries préférées et les mots-clés associés que cette série transmet, 4 détectives, 4 époques différentes, mystère, ça ne pouvait que me plaire. Même si parfois c'était assez malaisant, l'intrigue est passionnante. Alors allez-y, entre les 14 livres que je vous ai conseillés, les 9 séries, je pense que vous allez bien occuper votre mois d'août, ou en tout cas le mois de septembre si vous êtes en vacances à ce moment-là. Nous pouvons donc passer maintenant à la petite question du jour. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? VO ou VF ? Version originale ou version française ? Que ce soit dans le domaine de la lecture et des séries, préférez-vous avoir la version originale ou la traduction en français ? De mon côté, je lis plus en français. Je ne suis pas sûre d'avoir le niveau suffisant en anglais pour suivre toute une histoire en entier dans cette langue. Peut-être que j'ai juste peur, peut-être que j'y arriverai très bien, qui sait. Mais quoi qu'il en soit, je me sens plus à l'aise avec ma langue naturelle. Pourtant, je reçois le mail mensuel de la newsletter d'Agatha Christie, en anglais, et tous les trimestres, je crois, ils nous permettent de lire un petit journal appelé The World of Agatha Christie, et jusqu'à présent, je m'en suis plutôt bien sortie. Mais il ne contient que 12 pages. C'est déjà un petit journal, mais c'est pas non plus un roman. J'y apprends plein de choses sur l'univers de l'autrice, sur ses romans, il y a même des jeux, en anglais, mais c'est des jeux qui peuvent très bien se faire
en anglais, et c'est vraiment très intéressant. J'adore le lire, mais le manque de mon vocabulaire parfois se fait sentir. Et c'est là où le bas blesse, pour moi en tout cas. J'ai lu un seul livre en VO, oui, un seul. Et c'était une histoire de Véronica Mars, une série que j'ai adoré regarder qui mêlait enquête et vie de lycéens américains quand j'étais un peu plus jeune, parce que c'est une série qui doit dater des années 2000. Encore ici, j'ai compris l'histoire, j'ai compris l'intrigue, j'ai compris les personnages dans leur ensemble, mais c'est encore et toujours le vocabulaire qui m'a fait défaut. Même si ma lecture se faisait sur ma liseuse et qu'il y a une fonction de vocabulaire, de traduction, la lecture a été longue et j'espère vraiment avoir bien compris l'essentiel parce que si ça se trouve, j'ai loupé des éléments importants dans l'intrigue et peut-être que je les ai pas vus tout simplement. Même si la lecture a été intéressante, je ne miserai pas sur une lecture en version originale sur tous mes livres. Par contre, en ce qui concerne les histoires de séries télé, quand j'arrive à ne rien faire d'autre et à me concentrer, ce qui n'est pas toujours facile pour moi, parce que j'aime bien faire des activités manuelles pendant que j'écoute plus que je ne regarde une série, je préfère de loin voir et entendre le jeu de l'acteur original. Parce que la traduction n'est parfois pas exacte, le jeu du doubleur peut également aussi ne pas valoir complètement celui de l'acteur original. Mais, loin de moi l'idée de dénigrer leur travail. Bien au contraire, c'est là tout le jeu de l'acteur, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et l'interpréter de la meilleure façon qui soit. Il en va de même pour le doubleur, qui doit se glisser dans la peau de l'acteur qui joue lui-même un rôle. Un peu, vous savez, comme la fameuse scène dans Harry Potter, lorsqu'Hermione doit jouer le rôle de Bellatrix dans la banque de Gringotts. Enfin, c'est plutôt quand Helena Bonham Carter, l'actrice, alias Bellatrix, qui doit jouer son propre rôle de Bellatrix, mais en le jouant du point de vue d'Hermione, qui prend la place de Bellatrix. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un travail d'acting à part entière. Donc je ne dénigre pas leur travail, bien au contraire. Mais pour répondre à ma propre question, cela va dépendre de la situation. Je pense de loin qu'une version originale est importante pour saisir directement ce que l'auteur ou l'acteur a voulu transmettre, et reconnaître qu'une traduction peut aussi apporter de la profondeur et une immersion plus grande, puisqu'on la lit dans notre langue, mais elle va peut-être pas tout traduire. Il y a peut-être des choses qui vont manquer, et l'essentiel, c'est de vivre l'expérience de la meilleure façon qui soit, et surtout qui nous convienne à nous. Et vous, qu'en pensez-vous ? VO ou VF ? Laissez-moi vos commentaires, ou même les petites questions que vous souhaitez voir développer. Bon, après tout ce que je viens de vous raconter, il va être temps de faire le point sur ce très long épisode, bien que j'ai dû le diviser en 2 parties. Donc, en vrai, il fait plus d'1h30. Mais vous avez un épisode presque 1 heure pour ma lecture et presque plus d'une demi-heure pour mes autres chroniques. Donc, nous avons vu la chronique de mes 14 lectures du mois avec le Holy Book Day Challenge de l'été et mon challenge du livre mystère 2024 qui continuait également dans une première partie que vous pouvez retrouver sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous avez eu la chronique d'écriture avec un point sur les différents projets que je mène aujourd'hui. Ma chronique, mais pas que, où il n'y a pas que les livres dans la vie et qu'il y a aussi de très belles séries télé à regarder. Et la petite question du jour sur mes préférences ou les vôtres, sur la VO ou la VF pour nos lectures ou nos séries. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu et que vous avez fait plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres ou de séries à regarder. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, alors que l'épisode 7 est en 2 parties, ce qui veut dire qu'il est très très long, mais à culpa, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram @jess_angel. Et maintenant, oui, maintenant, vous pouvez même m'envoyer un mail
à ducappuccinoetdelivres@gmail.com que je viens de créer pour mieux partager avec vous, alors n'hésitez plus. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Et oui, que de nouveautés en ce mois de juillet, quand je vous disais que c'était un mois de juillet improbable. Voilà. Donc, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter en vous rendant sur le site d'hébergement de mon podcast, podcast.ocha.co/ducappuccinoetdelivres. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous mettrai l'intitulé exact dans la barre d'outils. Vous vous rendez sur cette page, vous cliquez simplement sur s'abonner. Cette newsletter vous permettra de savoir quand arrive le nouvel épisode ou les nouveaux épisodes et les sujets que je vais aborder dans les grandes lignes pendant ce mois-là. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.